Vous écoutez Envol d'elle et aujourd'hui nous parlons de perfectionnisme. Nous aborderons son premier aspect délétère, le refus de l'échec et comment nous en sortir. Bienvenue sur Envol d'elle, le podcast qui soutient votre envol. Je suis Rachel, coach certifiée, et j'aborde avec vous des thèmes de développement personnel pour nous permettre de nous épanouir et vivre des relations harmonieuses. Bonjour, je vous propose une série de 3 épisodes pour sortir de la posture du perfectionnisme qui a bien des conséquences désastreuses. Si on imagine une ligne dans notre tête, à un bout il y aurait le perfectionnisme et à l'autre bout il y aurait l'optimalisme. C'est ainsi que le nomme Tal Ben-Shahar, enseignant et écrivain américano-israélien spécialisé dans le domaine de la psychologie positive. Et entre ces deux pôles opposés, perfectionnisme-optimalisme, se trouve tout un continuum sur lequel nous nous situons tous. Plus nous sommes proches du pôle perfectionnisme, plus on manifeste de traits caractéristiques à cette posture et avec une intensité de plus en plus forte. Et plus on risque de présenter toute une gamme de troubles et de difficultés associées au perfectionnisme, dont une image de soi dégradée avec une estime de soi fragile, une tendance à la procrastination, une anxiété excessive, des problèmes relationnels et un manque de satisfaction et de bonheur. Dans cet épisode, nous nous penchons sur le premier aspect délétère du perfectionnisme, le refus de l'échec, et que pour tendre vers l'optimalisme, nous avons à l'accepter. Le perfectionnisme est cette posture dans laquelle la peur de l'échec est paralysante et handicapante. Comme on a peur de rater, on n'essaye même pas. Soit je suis sûre de réussir et je le fais, soit je suis dans le doute et je n'essaye même pas. C'est une attitude handicapante, car on devient incapable de prendre des risques et d'apprendre. On y retrouve la mentalité du tout ou rien, sans nuance possible entre les deux. Soit j'atteins ce que je vise, soit je n'y arrive pas, alors j'abandonne et je renonce. Dans le perfectionnisme, on refuse l'échec. Si je me fixe un objectif, je vise le 0 échec. Je dois parvenir à mon but de la manière la plus droite et rapide possible. Le focus est mis sur la destination, sur l'objectif final à atteindre, et la satisfaction est sans cesse différée pour n'être vécue qu'une fois arrivée. En d'autres termes, le bonheur est toujours pour plus tard. Ce n'est jamais assez. C'est le « je ne serai heureuse que lorsque je serai en couple, lorsque j'aurai un enfant, lorsque j'aurai mon diplôme, lorsque j'aurai ma promotion ». Le perfectionniste a peur de la critique. Évidemment, personne ne l'aime, ça, c'est certain. Par contre, chez le perfectionniste, elle déclenche un comportement défensif, car la critique est prise comme une attaque à sa valeur personnelle. On va donc d'office la rejeter et s'en défendre. La tendance est à voir ce qui ne va pas, ce qui manque, ce qui ne fonctionne pas, bref, tous les défauts qui sont encore là. Et en cherchant les défauts, vous le savez comme moi, on les trouve. Le rapport à soi est dur, jugeant et implacable. Il en ressort une rigidité mentale et une attitude statique. À l'autre bout du spectrum, du côté de l'optimalisme, le rapport à l'échec est tout autre. Pour l'optimaliste, l'échec fait partie de la vie et du processus. Il l'accepte et lorsqu'il arrive, ce qui finit toujours par arriver, il le digère et en tire des enseignements. Puis il réessaye une fois encore. En d'autres termes, on peut dire qu'il rebondit. Et au final, il a beaucoup plus de chances de parvenir à atteindre ce qu'il vise, simplement par le fait qu'il essaye de manière plus assidue et renouvelée. Cela me fait penser aussi au mécanisme du pardon. On ne reste pas bloqué sur une offense subie ou sur une faute commise, on accorde ou on demande pardon. Et on essaye à nouveau, pas de la même façon bien sûr, mais on donne et on se donne une chance supplémentaire. Dans l'optimalisme, le focus est sur le parcours et sur la destination. La destination car cela donne la direction vers laquelle se diriger, le parcours car c'est un pas après l'autre que l'on peut vivre et ressentir de la satisfaction. Le bonheur se vit dans l'instant, dans le parcours, et n'est pas différé ni dépendant de la réussite et du résultat. L'optimaliste sait qu'entre le tout et le rien, il y a plein de nuances et d'options possibles.
Ce n'est pas qu'il est aveugle à son échec ou à sa réussite, mais il sait mettre des nuances et voir la complexité de la situation. Il a tendance à être ouvert aux suggestions, aux remarques, même s'il peut les trouver lui aussi désagréables. Mais il va évaluer la validité des critiques reçues et considérer le feedback comme une source d'informations précieuse. L'optimaliste a tendance à rechercher les bénéfices éventuels dans ce qu'il vit ou ce qui lui arrive. Le rapport à soi est teinté d'indulgence, on est capable de se pardonner et de s'accepter dans ses imperfections. Il en ressort une souplesse mentale, une capacité à s'adapter, à montrer une attitude dynamique face à ce qui se présente à nous et une flexibilité à accepter plusieurs itinéraires possibles. Pour rejoindre le pôle optimalisme, ce qui est l'œuvre de toute une vie, nous avertit Tal Ben-Shahar, voici 4 idées de mise en action. 1. Mettre de la conscience en réfléchissant au domaine de ma vie dans lequel j'agis de manière perfectionniste. Quels sont les domaines où j'ai peur de l'échec, où j'envisage le parcours comme une ligne droite, où je me concentre uniquement sur l'objectif, où j'agis en mode tout ou rien, où je développe une attitude défensive face aux remarques, où je cherche les défauts, où j'ai un rapport à moi-même dur et une rigidité mentale. Personnellement, cela me fait penser à mon attitude avec les jeux de société lorsque j'étais enfant. Je me rappelle jouer uniquement aux jeux auxquels je savais que j'allais gagner, et les autres, je n'y jouais pas car je savais que j'allais perdre. Résultat, je n'ai jamais appris à jouer aux échecs, par exemple. Mon père et mon frère étaient très bons à ce jeu-là, et comme j'étais sûre de perdre, je n'ai même pas pris la peine d'apprendre à y jouer. Aujourd'hui, mes enfants me battent à coup sûr à ce jeu aussi, et je n'y ai toujours pas appris. Peut-être est-ce un prochain défi pour moi? Et vous, quel est le vôtre? Deuxième mise en action, mettre de la conscience sur les domaines de ma vie dans lesquels j'agis de manière optimaliste. Quels sont les domaines où j'accepte les échecs et en tire des apprentissages, où je vois le parcours comme une spirale biscornue et accidentée, où je me concentre autant sur le parcours que sur la destination, où je développe une approche complexe et nuancée, où je suis ouvert aux opinions extérieures, où je recherche les bénéfices, où j'ai un rapport à moi-même indulgent et une attitude adaptable. Cela me fait penser à mes débuts en danse contemporaine il y a 6 ans. Je me suis retrouvée débutante au milieu de participantes expérimentées. Au début, je disais à mon mari que j'allais prendre ma leçon d'humilité quand j'y allais, consciente de tout ce que je ne savais pas encore et de ce que je n'arrivais pas. J'ai persévéré, j'ai continué, j'ai accepté les échecs, c'est-à-dire toutes les fois où je n'arrivais pas, en acceptant que c'était normal et que ça faisait partie du processus. J'ai trouvé des bénéfices à essayer de nouveaux mouvements, à m'habituer de me voir dans les miroirs, à abandonner mon petit hamster mental pendant un temps pour me concentrer simplement sur des mouvements et finalement à trouver du plaisir, une leçon après l'autre. Et vous, dans quelle situation avez-vous déjà adopté cette attitude optimaliste? Troisième mise en action, comme Tal Ben-Shahar nous le suggère, réfléchissons à quelque chose que cela fait longtemps que nous aimerions faire, mais que nous n'avons encore jamais fait par peur d'échouer. Un cours, une activité, jouer d'un instrument, un sport, le livre que nous rêvons d'écrire, et faisons-la. Et en la faisant, gardons à l'esprit l'attitude optimaliste, même s'il s'agit de faire semblant au début. Un énorme saut est paralysant et fait peur, tandis qu'un petit pas est à notre portée, tout en nous demandant de sortir de notre zone de confort, mais sans nous faire aller dans une zone de panique. Quel serait un premier pas dans la direction de cette chose que vous aimeriez faire? Quatrième mise en action, une autre suggestion de Tal Ben-Shahar, tenir un journal de nos échecs. Il s'agit d'écrire une tentative que nous avons faite et qui s'est soldée par un échec. Nous pouvons décrire ce qu'il s'est passé et quelles ont été nos réactions, les pensées qui nous sont passées par l'esprit, l'effet que cela nous a fait sur le moment. Puis, alors que nous rédigeons ça maintenant, est-ce que notre perspective s'est modifiée? Est-ce que nous voyons d'autres effets potentiellement bénéfiques de cet échec, lui donnant après coup de la valeur? Voilà, nous sommes au terme de cet épisode. Nous poursuivrons cette série la prochaine fois avec un autre aspect du perfectionnisme.
Je vous rappelle aussi que si vous souhaitez recevoir 2 fois par mois un condensé d'inspiration et d'encouragement, vous pouvez vous inscrire gratuitement à l'étincelle. Le lien sera indiqué dans les notes de cet épisode. À tout bientôt!